Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro, un numéro spécial franco-allemand. L'environnement, une thématique importante, nous vous ferons découvrir Synchrone, un podcast franco-allemand sur l'environnement. L'inspecteur Derrick, vous connaissez forcément, dans notre rubrique culture, nous reviendrons sur le succès de cette série allemande. Voyager dans l'assiette, à la fin de cette émission, nous vous ferons découvrir une nouvelle spécialité. Mais tout de suite, on s'intéresse au jumelage entre la France et l'Allemagne, une façon de favoriser l'amitié franco-allemande. Zone Europe. Aujourd'hui, je reçois Benoît de Chamisso, président de l'association de jumelage Versailles-Potsdam, et Catherine de Thézy, responsable jeunesse à l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors qu'elle débute en 2013, les relations entre la ville de Versailles et la ville de Potsdam se sont concrétisées en juin 2016 avec la cérémonie de signature de jumelage par les deux maires des deux villes respectives. Comment est née cette initiative et comment s'est-elle développée ? Cette initiative est née de discussions entre les maires de Versailles et de Potsdam, donc François de Mazières d'un côté pour Versailles, et Jan Jacobs, maire de Potsdam. Et l'idée est venue, je crois, assez spontanément lors de discussions entre eux, étant donné l'historique de ces deux villes et finalement un certain nombre de points communs. Et pourquoi avoir choisi la ville de Potsdam ? Est-ce que le jumelage est permis grâce à des points communs établis entre les deux villes ? Alors précisément, Versailles n'était jumelé avec aucune ville encore. Mais Potsdam est un peu par rapport à Berlin une ville qui occupe la même place que Versailles par rapport à Paris. C'est-à-dire que les rois de Prusse ont résidé majoritairement à Berlin, mais ils avaient construit des résidences d'été ou des palais également à Potsdam pour être un peu ouverts à la campagne. Et donc en particulier Frédéric II a construit le fameux château de Sans Souci qui est quand même bien connu parce qu'il porte un nom français à l'époque, donc, et il y a passé d'ailleurs l'essentiel de sa vie. Alors justement, Versailles a une grande histoire, surtout à travers le château de Versailles. Vous nous avez un petit peu évoqué aussi l'histoire de Potsdam. C'est un des gros points communs qui a fait que le jumelage était finalement censé. Je pense parce que ce sont des villes royales d'un côté, mais au-delà de ça, ce sont également des villes vertes. On a parfois une image de l'Allemagne qui ressemble un peu à la Ruhr, c'est-à-dire des fumées des cheminées d'usines, disons peu de campagne, peu de verdure. Et Potsdam, c'est exactement l'inverse. C'est une ville où la forêt est très présente et également il y a de nombreuses pièces d'eau et également des différentes rivières. Et donc c'est une ville qui peut être comparée à Versailles sur le plan de l'agrément des espaces verts. Voilà. Et le but des jumelages est d'encourager la coopération entre les villes, d'échanger et de découvrir d'autres cultures. Est-ce que vous avez établi des objectifs justement ensemble avec Potsdam pour faire évoluer l'une ou l'autre des deux villes ? Alors l'association allemande, Potsdam-Versailles, avec laquelle nous travaillons, puisque nous représentons les citoyens versaillais, donc au sein d'une association Versailles-Potsdam, cette association avait déjà démarré un certain nombre de contacts, surtout sous l'angle culturel, visite du château de Versailles, participation à des expositions, etc. Et c'est surtout dans ce domaine culturel que finalement les contacts se sont développés. Les ressources humaines et financières étant ce qu'elles sont, il n'a pas été possible d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Il serait théoriquement possible d'imaginer des développements dans le domaine économique ou dans le domaine des sports, mais pour l'instant c'est vraiment essentiellement dans le domaine culturel que ces relations existent. Et comment, êtes-vous... Ah, allez-y. Et également, le public visé également sont les jeunes, dont moi je suis responsable un petit peu au sein de l'association conseil d'administration, et qui représente un objectif pour moi et pour l'association très, très important. La jeunesse, de toute façon on va revenir aussi dans quelques instants, parce que vous organisez des échanges scolaires entre Potsdam et Versailles. Vous êtes en constante communication avec la ville jumelée. Est-ce que c'est compliqué d'entretenir une relation de partage avec une ville parlant une langue étrangère ?
Le degré de connaissance de l'allemand, malheureusement, a plutôt tendance à chuter ces dernières années. D'ailleurs, dans notre association versaillaise, on a environ 25%, 30% peut-être des gens qui parlent raisonnablement allemand ou qui comprennent l'allemand. Je pense que le pourcentage est à peu près identique du côté allemand, c'est-à-dire 25 à 30% de collègues ou d'amis allemands parlant le français. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Et la solution de facilité étant évidemment de recourir à l'anglais, mais ça, on essaye de l'éviter. Donc on passe plutôt par la traduction. Et puis les personnes qui sont vraiment actives, puisque les associations souvent reposent sur un noyau dur d'une vingtaine de personnes, soit du côté allemand, soit du côté français. En fait, ils pratiquent le français et nous l'allemand. Benoît et moi pratiquons l'allemand. Et voilà. Donc il y a une facilité. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et alors en général, les villes jumelées organisent des échanges scolaires entre les élèves français et les élèves allemands. C'est aussi votre cas. Comment ces échanges sont-ils perçus par la jeune génération ? Alors je voudrais préciser, les échanges scolaires n'en sont pas responsables. C'est la mairie de Versailles et sa maire adjointe sur la question qui s'en charge. Nous nous occupons plus précisément des échanges individuels. Mais ça ne veut pas dire que je ne sois pas en contact avec évidemment les enseignants d'allemand du secteur. Et justement, comment ça se passe cet échange individuel de Versailles jusqu'à Potsdam ? Alors pour l'instant, comme l'association est née en 2016, donc c'est quand même encore une activité peu développée, mais évidemment moi je suis là pour essayer de la développer. Et bien on répond à des demandes individuelles, donc soit de familles françaises, soit de familles allemandes qui sont en recherche donc au départ d'un jeune correspondant. Et voilà, donc nous cherchons par nos différents réseaux les familles potentiellement intéressées, et ensuite nous sommes des facilitateurs, c'est-à-dire que nous mettons ensuite en contact les gens entre eux, et eux après entre eux les familles voient si ils organisent une première rencontre entre les jeunes, et puis après ça se fait. Combien de temps justement dure cet échange ? Est-ce que c'est que quelques jours ? Est-ce que ça peut s'étaler sur des semaines ou des mois ? Alors là pour l'instant ce qu'on a fait c'était plutôt sur, je crois, au démarrage des échanges de 15 jours, 2 semaines pendant les petites vacances scolaires par exemple. Alors on va parler un petit peu de la scolarité qui est très différente en Allemagne par rapport à la France. Quelle est justement la plus grosse différence entre la scolarité allemande et la scolarité française ? Alors la scolarité, c'est plus déjà le point important au niveau quotidien, c'est que souvent en Allemagne les élèves n'ont classe que le matin, donc ce qui implique une organisation de vie pour les familles différentes de l'organisation française. Et puis au niveau scolaire, alors l'organisation scolaire elle n'est pas la même, puisque le collège unique en Allemagne n'existe pas. C'est-à-dire, il y a 2 types à partir de 11 ans. Les élèves vont être orientés soit vers ce qu'ils appellent le gymnasium, donc là où ils vont préparer le baccalauréat, l'Abitur, et puis sinon donc ça sera pour aller étudier dans le supérieur, dans le cas de l'université, puisque en Allemagne l'université c'est le débouché pour les études supérieures, alors qu'en France on sait bien qu'il y a les universités, les grandes écoles, enfin il y a différentes choses. Et puis les autres élèves, les autres collégiens, ils sont orientés vers la Gesamtschule, donc là c'est alors il y a une partie des Gesamtschule qui vont aussi préparer à l'Abitur pour les élèves qui se révèlent en fait vouloir faire des études, et puis d'autres plus donc vers des études plus pratiques, donc vers l'apprentissage, et on entend souvent parler du grand succès de l'apprentissage en Allemagne et de l'insertion professionnelle des jeunes, et c'est vrai qu'on en a beaucoup de choses à retirer. À apprendre de la scolarité allemande. Pour vous, quels sont les objectifs d'un jumelage aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours pertinent en 2021 de créer des jumelages ? Alors à l'origine des jumelages, il y avait certainement l'idée d'améliorer la connaissance entre les peuples pour maintenir la paix. Disons, on sortait de la guerre, on était encore très marqué par ces années difficiles, et il y avait certainement cette idée de créer des conditions d'une paix durable. Évidemment, pour la génération d'aujourd'hui, ça n'est plus tellement le sujet. Par contre, créer des relations d'amitié entre les peuples par une meilleure connaissance, ça c'est un objectif, je dirais, permanent.
Et donc cet objectif-là, il reste bien d'actualité. Et pensez-vous justement que les jumelages renforcent les liens d'amitié entre la France et l'Allemagne ? Je crois que c'est bien le sujet principal. Si ce n'était pas le cas, nous serions à côté de la plaque. Alors ça passe par une bonne connaissance en fait. Les gens développer la curiosité des citoyens français pour les citoyens allemands et réciproquement, développer leur intérêt, développer l'intérêt pour la langue, mieux connaître un pays qu'on croit peut-être connaître et qu'en fait on ne connaît pas bien. Il y a très peu de Français qui passent leurs vacances en Allemagne. Or, c'est dommage, il y a de très belles choses à découvrir en Allemagne aussi. Et c'est une amitié qui, on l'espère, durera encore très très longtemps. Merci beaucoup, Benoît de Chamisso et Catherine de Thézy, d'avoir été avec nous. Horst Tapper a incarné pendant plus de 20 ans l'inspecteur Derrick à la télévision. Retour sur le succès de cette série allemande avec Thomas Fleischer et Matt Finance. Zone Europe. Beaucoup d'entre nous connaissent, mais pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, Derrick, c'est qui ? C'est quoi ? Alors Derrick, c'est l'inspecteur principal Stefan Derrick, qui travaille à la police criminelle de Munich. Il est accompagné dans ses enquêtes de son collègue Harry Klein. Alors Derrick, c'est une série de 281 épisodes qui sera diffusée à partir de 1974 durant 24 ans en Allemagne et jusqu'en 2013 dans d'autres pays à coup de rediffusion sur diverses chaînes. Qu'est-ce qui a fait que cette série ait eu un tel succès ? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est on sort des habituelles séries américaines ou anglaises qu'on a à l'époque. On découvre d'une certaine manière un autre exotisme, celui de l'Allemagne, sachant que la série se déroule à Munich et qui n'est pas la ville la plus moche d'Allemagne. En deux, je dirais les enquêtes elles-mêmes, puisqu'on a dans un style à la Colombo, fait de psychologie, de déduction, de sondage des âmes, des suspects. Alors comme Colombo, Derrick sort rarement son arme. En fait, il la sortira 10 fois en 24 ans. En revanche, à la différence de Colombo, on ne connaît pas le suspect dès le début et Derrick intervient dans toutes les strates de la société, au contraire de Colombo, dont les suspects étaient toujours riches et célèbres. En 3, on y trouve des guests, alors évidemment connus du public allemand, mais pas que, puisqu'on aura quand même des gens comme Kurt Jürgens ou Horst Buchholz, des 7 mercenaires, qui joueront dedans. Et puis il y a aussi l'acteur, non ? Alors, ça tient aussi au personnage de Derrick lui-même, grand, carré, rassurant, intelligent, toujours élégant avec ses costumes, ses lunettes cerclées d'or ou sa grosse montre en or. Derrick, ça nous dit quoi de l'Allemagne ? Alors ça nous dit plusieurs choses. En premier, ça nous montre une Allemagne opulente, sortie de la guerre 30 ans auparavant, au démarrage de la série, donc en 1974. D'autant qu'on est à Munich, en Bavière, un land riche avec son économie, son architecture, ses traditions, ses paysages. Donc on est loin de Allemagne année zéro, le film de Rossellini. Ça nous montre aussi un conservatisme rassurant tant du côté des enquêtes où la moralité de Derrick l'emporte toujours, son côté droit, travailleur, que du côté bourgeois du personnage avec encore une fois son look et son éternel BMW. Cet aspect conservateur, comme tu dis, ça a aussi un aspect plus humoristique aussi, non ? Oui, en effet, car ce conservatisme se traduit par l'absence de changement qui, encore une fois, rassure. Durant 24 ans, Derrick et son collègue restent au même poste, ne changent pas de bureau. Et évidemment, c'est cet aspect conservateur qui a donné toutes les parodies possibles concernant la lenteur des épisodes, l'absence d'action et le côté, quand Derrick monte en voiture, on le voit bien mettre sa ceinture de sécurité. Derrick, c'est tout de même fini par un scandale, si l'on peut dire, non ? Oui, en 2013, la ZDF, qui rediffusait la série, l'a arrêté quand un journal allemand a révélé que Horst Tappert, qui interprétait Derrick, donc, avait appartenu à la Waffen-SS et avait été affecté à la division SS Totenkopf. D'autres chaînes en France ou à l'étranger feront de même, sachant que la série avait été vendue dans plus d'une centaine de pays. Une anecdote ? Alors, plutôt un point d'ironie, à savoir que la ville de Munich où se déroule l'action de la série désignera Horst Tappert commissaire d'honneur de la ville en 1980. Or, n'oublions pas que Munich a été dans les années 20 le berceau du mouvement nazi, même si on ne peut évidemment pas résumer Munich à cette partie de son histoire. Et donc son commissaire d'honneur se verra rattrapé par ce même passé un peu encombrant. On va à présent parler d'environnement. Jessie Williams reçoit les créatrices de Synchrone, un podcast franco-allemand sur l'environnement. Zone Europe sur Sensation. Comment l'Allemagne et la France gèrent les thématiques environnementales comme la gestion des déchets, la mode, le rapport à la nature ou encore l'alimentation locale ? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Chloé Cosson et Camille Sarrazin, toutes deux créatrices de Synchrone, un site de podcast sur les thématiques environnementales. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour.
Alors Camille et Chloé, vous avez créé le site Synchrone Podcast, un site de podcast sur les thématiques environnementales en France et en Allemagne. Quel est votre parcours scolaire et comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'environnement dans les deux pays ? Alors, parcours scolaire, c'est assez long à expliquer, mais disons que j'ai fait un bac ES. Après mes études, je voulais devenir journaliste, donc j'ai fait des études de lettres et d'anglais. Et j'ai terminé en master de journalisme culturel. Donc voilà, des études vraiment liées au journalisme, aux médias. Ouais. Ouais, moi j'ai su très tôt aussi que je voulais être journaliste, donc à 13 ans à peu près. J'ai eu un parcours très classique, Sciences Po, école de journalisme. Et c'est justement en révisant les concours des écoles de journalisme que j'ai rencontré Chloé. Et on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait toutes les deux vécu à Berlin, mais pas à la même époque, et qu'on adorait toutes les deux l'Allemagne, le franco-allemand. Et après, sur l'environnement, je pense que c'est plutôt... pourquoi on s'est lancé dans cette thématique-là, c'est peut-être plutôt... des intérêts personnels pour ça, mais pas forcément quelque chose qu'on a étudié à la fac. Et justement, dans quel cadre vous avez vécu en Allemagne ? Moi, c'était à Sciences Po, il y a la 3e année qu'on doit faire à l'étranger, et donc j'ai décidé de partir à Berlin, puisque ça faisait 10 ans que j'apprenais l'allemand. Et j'ai décidé d'aller m'installer en Allemagne pour améliorer mon allemand. Et voilà, ça a été très dur de repartir après, ça a vraiment été le coup de cœur. Pour vous aussi ? Ouais, moi c'était un peu pareil. En fait, c'est marrant parce que je suis allée juste après, une année après Camille, en fait. J'ai passé 1 an en Erasmus à Berlin et c'était vraiment un coup de foudre incroyable. Enfin, je suis tombée folle amoureuse de la ville au point où juste après mes études, je suis retournée vivre à Berlin. Et c'est une ville qui m'a énormément apporté. Et justement, j'ai découvert tout cet univers franco-allemand à Berlin. Forcément. Et il faut dire aussi que Chloé a débarqué à Berlin sans parler allemand. Ouais. Et que maintenant elle parle mieux que moi, enfin, elle a vraiment un niveau excellent. Alors justement, vous considérez Berlin comme une ville passionnante et vous partagez le même amour pour la ville, comme on peut le découvrir sur votre site synchronepodcast.com. En quoi consiste justement ce site internet et quels sont les sujets qu'on peut y retrouver ? En fait, pour nous, c'est un peu un point de rencontre pour toutes nos auditrices, nos auditeurs. C'est-à-dire que si, par exemple, après avoir écouté le podcast, les auditrices ou auditeurs ont encore des questions, ou en fait, on fait en sorte de référencer toutes nos sources tous les mois pour voir de quoi on parle. On a toujours un travail de recherche pour chaque épisode. Et en fait, nous, ça nous arrive quand on écoute des informations de se demander mais d'où ça vient, ce chiffre, etc. Et en fait, on aime bien aussi. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de présenter nos épisodes. En fait, on présente un peu la thématique et comment on est venu à la thématique sous forme de petits articles pour chaque épisode. Et c'est ça, pour chaque épisode, il y a un article où on met aussi l'illustration qui est faite par une amie à nous qui est très talentueuse. Et puis, on met toutes nos sources parce que pour nous, c'est très important quand les auditeurs ou auditrices écoutent quelque chose de pouvoir aller vérifier par eux-mêmes et pas juste nous croire sur parole, même si on a bien fait nos recherches. Et Synchrone est donc un projet interculturel franco-allemand sur l'écologie. Une fois par mois, vous publiez un podcast en allemand et en français. Comment est-ce que vous définissez justement les sujets que vous voulez aborder ? Alors pour le premier sujet, ça a été très simple. Enfin, c'est pas ce qu'on avait prévu du tout au départ, puisque c'est un projet qu'on a mûri pendant quelques mois, et puis pendant le premier confinement on s'est dit ok, là on va vraiment faire le podcast, mais on peut pas le commencer sans parler de la crise du coronavirus, ce serait très bizarre. Donc le premier épisode, ça a vraiment été sur ça et sur toutes les réflexions qu'on a eues nous-mêmes pendant le confinement, sur notre rapport à la nature qui a changé ou pas, peut-être aussi ce que ça a fait à l'environnement, que d'un seul coup l'économie s'arrête, que les avions restent sur le tarmac. Et puis après, pour les autres sujets, c'est vraiment en fonction de nos rencontres et puis de nos intérêts personnels. Et on essaye toujours qu'il y ait une dimension franco-allemande à chaque épisode. Les 5 épisodes sont déjà en ligne sur votre site internet. Le premier épisode est consacré, vous venez de le dire, à la crise du Covid-19 et à notre rapport à la nature. Et justement, pensez-vous que notre rapport à la nature a été modifié grâce au coronavirus, que ce soit en France et en Allemagne ? En fait, dans le premier épisode, on a fait une espèce de micro-trottoir et on est allé voir des amis, de la famille, des gens qu'on connaissait plus ou moins en France et en Allemagne. On leur a demandé justement si leur rapport à la nature avait changé. Et en fait, chacun à sa manière avait une réponse qui allait dans ce sens-là, qui disait que d'une manière ou d'une autre, que ce soit une amie par exemple qui s'est mise à jardiner pendant le confinement, ou mon père qui n'est pas du tout sensible à l'écologie par exemple, qui disait « Ah tiens, c'est fou, on entend les oiseaux vachement plus fort », ou c'est plein de petites choses comme ça.
Enfin, je trouvais que, c'est ce qu'on se disait, il y a eu vachement de gens qui se sont rapprochés des thématiques environnementales pendant le confinement. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait et ça l'a confirmé quand on a produit l'épisode. Et comment est-ce que vous faites pour rapprocher justement la France et l'Allemagne dans vos podcasts ? Déjà, on a fait le pari de traduire tous les épisodes, donc on les enregistre 2 fois, une fois en français et une fois en allemand, donc qui n'est pas notre langue maternelle. Et puis on essaye toujours, on travaille avec une équipe qui est franco-allemande pour avoir ce double regard. Et puis ensuite, ça va être dans la manière dont on traite les sujets. Donc par exemple, l'épisode sur la mode éthique, Chloé, elle a interviewé une créatrice de mode à Berlin qui est française mais qui a décidé de s'installer en Allemagne et qui se définit d'ailleurs comme parisiano-berlinoise. Ouais, c'est ça. Et donc c'est comme ça, c'est dans la manière dont on va traiter le sujet. Et les sujets sont très divers, et à chaque fois vous vous concentrez sur la France et l'Allemagne. D'après vous, quel est le pays le plus soucieux de l'environnement à l'heure actuelle ? Franchement, c'est une question hyper difficile parce qu'en fait, ça fait partie des motivations du podcast au départ. Oui. Nous, on aimerait bien en fait justement renverser certaines idées reçues et on voit les Allemands comme beaucoup plus sensibles à l'environnement et c'est en partie vrai, mais pas seulement. Ça dépend beaucoup des sujets. C'est vrai que sur l'épisode sur le zéro déchet, l'Allemagne était clairement au-dessus, mais en fait, ça va dépendre. Sur l'énergie, par exemple, ils ont encore leurs industries avec le charbon, etc. En fait, on voulait se pencher sur des thématiques. On voulait s'autoriser en fait à porter un regard un peu naïf sur chacune des thématiques qu'on aborde qui touchent à notre quotidien, que ce soit la mode, l'alimentation. En fait, on fait une première série en 10 épisodes et dans chaque épisode, on va explorer une thématique très très vaste qui pourrait faire l'objet d'un podcast entier. En fait, la mode, on aurait pu faire tout un podcast sur la mode, l'alimentation, pareil. Et en fait, dans chaque épisode, on va voir que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas l'Allemagne fait mieux, la France fait mieux. Et il y a des choses intéressantes à piocher dans chaque pays. Et c'est justement l'objet du podcast, c'est de voir ce qu'il y a de bien des deux côtés et de rapprocher les deux pays pour aller vers une société plus écologique. Et finalement, ce que chaque pays fait un petit peu de son côté, l'autre pourrait le reprendre comme exemple. Exactement. Et je pense que c'est ça la force aussi du podcast, qu'il y ait ce regard franco-allemand et ça permet de pas juste juger son pays en disant voilà, ça c'est mal fait. Ça permet aussi de voir ce qu'il y a de positif dans chaque pays et comment chacun pourrait s'inspirer l'un de l'autre. Vos podcasts ne sont pas là pour dénoncer quelque chose qui est mal fait, etc. C'est vraiment pour faire avancer les pays dans les questions de l'environnement, etc. Est-ce que votre amour pour l'Allemagne et la ville de Berlin plus particulièrement vous a appris des choses sur la gestion des déchets, sur des choses que l'Allemagne met en place pour prendre soin de l'environnement et sur lesquelles justement la France devrait prendre exemple? Vous aviez donné 2-3 petits exemples très vite fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la consigne qui est un gros sujet qui n'existe pas en France, alors qu'en Allemagne c'est vraiment dans les mœurs. Donc c'est le fait quand on achète une bouteille en plastique ou en verre d'aller la redonner pour qu'elle soit réutilisée contre un petit peu d'argent. Ça, moi, c'est vraiment le truc en Allemagne où je me suis dit ok, mais c'est une super idée. Pourquoi on fait pas ça en France ? Et surtout pourquoi on le fait plus, puisque ça existait avant. Et puis sur le tri des déchets, ils sont aussi meilleurs que nous. D'ailleurs, avec Chloé, on a fait un festival, ça paraît il y a très longtemps maintenant, donc avant le coronavirus, et où tout le festival était totalement zéro déchet, donc avec des éco-cups, chacun devait ramener sa poubelle à la fin du festival pour que tout reste propre une fois que tout le monde était parti. C'est le genre de choses que j'ai pas encore vues en France, par exemple. Et d'un point de vue justement des citoyens, est-ce que les citoyens allemands font plus attention à l'environnement et à la nature que les Français ? C'est difficile à dire. C'est dur à dire. Ça reste une énorme thématique en Allemagne, ça c'est sûr. Mais après, il y a des gens qui s'en fichent complètement. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Berlin, ce que disait Camille, je n'étais jamais allée en Allemagne avant, je connaissais rien de l'Allemagne. Et en fait, j'étais déjà sensible aux questions environnementales et j'avais entendu par exemple que c'était impossible dans une grande ville de mettre en place un compost, notamment à Lyon, puisque je vivais à Lyon, c'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, en arrivant à Berlin, qui est quand même une ville immense, on voyait un compost municipal pour l'ensemble de la ville. Donc c'est quand même... Et j'ai l'impression qu'au niveau du tri des déchets, c'est moins le bazar qu'en France. Donc il y a peut-être une petite sensibilité. Après... l'Allemagne, c'est tellement un pays... à Berlin, c'est très différent de Munich, par exemple. C'est beaucoup plus alternatif, c'est beaucoup plus...
Donc chaque pays difficile, devrait prendre exemple sur l'autre finalement pour avancer et pour répondre au mieux à ces problématiques environnementales. Merci beaucoup Camille et Chloé d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle votre site, c'est synchronepodcast.com ou sur Instagram, c'est synchrone.podcast. Pas besoin de passeport ni de valise pour voyager, c'est à un voyage dans l'assiette que je vous invite à présent. Zone Europe Voyage. Moi, je vais vous présenter les Rinderrouladen, on peut dire aussi Rindsrouladen, où il s'agit donc des escalopes de bœuf avec une farce à la moutarde, oignons, cornichons et du lard enroulé qui sera cuit en braisé, servi avec des spätzle maison au beurre et du chou rouge. En Allemagne, c'est simple. Vous allez chez le boucher, vous demandez des rouladen, vous auriez des tranches préfaites. On est en France, donc ça sera un peu compliqué de demander aux bouchers français de nous couper des escalopes de bœuf. Donc c'est ce qu'on a fait là. On a une fois pris du paleron, on a découpé une belle escalope, mais on va aussi faire l'essai avec des rump steaks qu'on a légèrement aplatis. Légèrement, puisqu'il ne faut pas non plus détruire la structure du bœuf. Donc les Rinderrouladen, on va les tartiner avec de la moutarde. C'est la moutarde allemande, donc du Tafelsenf, qui est moins fort que la dijonnaise, mais pas aussi sucrée que l'américaine non plus. Où on peut être bien généreux. Ensuite, on va mettre des oignons. Moi j'aime bien les oignons, donc je suis généreux. Évidemment, vous pouvez en mettre moins aussi. Vous pouvez aussi mettre des rondelles. Moi j'aime bien des petites brumes. Ensuite, des Gewürzgurken, des cornichons. Rien à voir avec le petit cornichon en France. Bien croquant, le cornichon allemand, la Gewürzgurke. Donc là j'ai mis les cornichons en longueur de l'escalope et on va l'enrouler avec son lard. Voilà. Nous avons donc enroulé nos rouladen, puis on les a ficelés. Maintenant, une fois qu'ils sont ficelés, on va les saisir. On va mettre le beurre dans la marmite et on va attendre que le beurre y fonde. On va faire attention que le beurre ne rince pas parce qu'on travaille avec du gaz, donc ça peut aller très 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 vite. Et on va donc les mettre dedans pour les saisir. Donc là, ça a assez saisi, donc on va baisser le feu déjà. Et maintenant, on va sortir nos roulades qui ont légèrement saisi. Et maintenant, on va commencer à mettre tous nos légumes. Je les ai quand même épluchés. Pour la taille de la casserole, on va couper légèrement. Mais là, les carottes et les oignons, c'est bon en entier. Et les oignons. Et maintenant, on va y ajouter de l'ail, du thym, du laurier et du romarin. On va mettre 2 cuillères à café de miel, un chouïa de vin blanc, une noix de muscade, un peu de paprika, du poivre, du sel et on finit au vin rouge. Et pour finir, on met de l'eau parce qu'on veut à la fin quand même avoir beaucoup de sauce parce qu'il nous faut beaucoup de sauce.
Et là, on a fait un très joli fond avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'ingrédients. Un bon petit fond qu'on va maintenant allonger à l'eau. Et puis, on va remettre les roulades dedans et puis faire cuire pendant 1h30, 2 heures à feu doux dans notre marmite. Je vous souhaite un très bon appétit avec un des plats typiques allemands le plus connu, apprécié par moi, ma grand-mère, mais aussi par Angela Merkel. Les expressions populaires, être fou, les Français disent avoir une case en moins. Que disent les Allemands? Écoutez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit nicht alle Tassen im Schrank haben, ce qui signifie ne pas avoir toutes les tasses dans le buffet. Ce numéro spécial franco-allemand de Zone Europe touche à sa fin. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles, ainsi qu'au Fonds citoyen franco-allemand. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation, et également sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone Europe. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.